Et pour en parler avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Bonsoir, vous êtes communicant, professeur de communication politique à Sciences Po notamment. Et puis en direct également avec nous, Bruno Cotresse, politologue et chercheur au CEVIPOF. Je commence avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet. Comment jugez-vous tout d'abord ces premiers jours d'entre-deux tours et la stratégie des deux candidats? On a des candidats qui ont la même stratégie, qu'il s'agit en gros d'essayer d'aller vers, non pas le centre, mais vers les poches électorales qui sont disponibles. Donc on voit Marine Le Pen qui fait beaucoup de clins d'œil à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron fait exactement la même chose. Alors chacun avec plus ou moins de handicap ou de crédibilité. C'est les deux angles d'attaque pour les deux, hein, ça c'est sûr. C'est la même chose, ils sont tous les deux en train de courir après l'électorat mélenchoniste. Donc on assiste à une séquence assez incroyable où les islamo-gauchistes d'hier, parce que c'est comme ça que et Marine Le Pen et Gérald Darmanin par exemple qualifiaient les électeurs de Mélenchon, deviennent les amis d'aujourd'hui et peut-être les électeurs de demain, qui sait. Bruno Cotresse, concernant, on va dire cette fois-ci, le travail de terrain, les conférences de presse qui ont été données sur le contenu cette fois-ci, comment vous jugez ces premiers jours d'entre-deux tours ? On voit que les deux candidats à la fois restent assez fidèles à leur type de campagne électorale de premier tour. Mais alors c'est assez amusant, on voit que chacun imite l'autre. Marine Le Pen continue sa campagne de proximité, mais elle commence maintenant à faire des conférences de presse sur des sujets pour montrer que son programme il est jouable, que son programme est crédible au plan institutionnel, au plan juridique. Et puis on voit Emmanuel Macron qui a été obligé de rentrer dans la campagne électorale et lui aussi de faire de la proximité, ce qui avait été le point fort de Marine Le Pen avant le premier tour. Donc on voit que chacun des deux essaye à la fois de rester fidèle à son style et puis de donner un sentiment à la fois de proximité et aussi de développer les principaux éléments de leur programme. Pour Marine Le Pen, c'est assez capital parce qu'en fait, elle a cranté quelque chose sur le pouvoir d'achat, mais il lui reste à montrer qu'elle elle couvre aussi des dossiers comme la politique internationale ou comme les autres dossiers. Puis pour Emmanuel Macron, effectivement, Philippe Moreau vient de le dire, c'est un peu bizarre ce qui se passe. On a vu un zigzag sur la question de la retraite et il faudra voir comment le président s'en tire de ce point de vue-là. Mais Bruno Cotresse, justement, c'est ce que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez l'impression que c'est Marine Le Pen qui dicte, qui impose certains thèmes dans cette campagne ? Je n'irai peut-être pas jusque-là de dire qu'elle impose un certain nombre de thèmes. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est arrivée sur les questions qui sont concrètes de pouvoir d'achat, de combien les gens dépensent pour l'alimentation, etc. Ça, c'est sûr qu'elle est arrivée à marquer quelque chose. Et Emmanuel Macron a été obligé de faire de multiples rappels maintenant sur les transferts de pouvoir d'achat dont il dit que son gouvernement a amélioré la situation des Français. Philippe Moreau-Chevrolet, s'il y a beaucoup d'abstention au deuxième tour, est-ce que ça peut faire pencher la balance en faveur de Marine Le Pen ? Alors non, parce que Marine Le Pen, maintenant, elle est impactée aussi par l'abstention. Donc ça favorise aucun des deux candidats. Ça peut favoriser éventuellement un score plus large de Marine Le Pen s'il y a une abstention plus massive des électeurs macronistes. Ce qui est possible parce que l'élection est assez peu mobilisatrice dans l'ensemble. On ne se sent pas très concerné parce que c'est un duel qu'on a déjà eu il y a 5 ans, parce que le Front républicain, ça marche moins bien. Et justement, parlant du Front républicain, vous dites que ça marche moins bien. Vous sentez que les sportifs, les personnalités politiques font appel contre Marine Le Pen, entre autres, hein. Ça s'entend moins cette année que les autres années ? Ça s'entend moins parce qu'il y a une perte de crédibilité. D'abord, elle a beaucoup travaillé pour être plus au centre, pour avoir une personnalité plus apaisée, et aussi pour gommer toutes les dimensions un peu contrariantes, on va dire, de son programme. Donc elle parle d'immigration, mais elle est quand même beaucoup moins dure qu'Éric Zemmour. D'ailleurs, elle vient de dire qu'elle voulait bien des voix d'Éric Zemmour, mais qu'elle n'allait pas lui faire une place dans son organigramme, ce qui est assez violent quand même. Donc elle prend des distances et elle va vers le centre comme elle peut. Et Emmanuel Macron essaie d'aller vers la gauche. Et en termes de com, elle est comment, Marine Le Pen, dans ce second tour ? Elle est, disons que c'est toujours un peu démonstratif. C'est pas aussi naturel que pour Emmanuel Macron d'aborder des sujets de fond. Je dirais elle manque un peu de pratique ou d'entraînement, je sais pas. En France, on a tendance c'est un peu question pour un champion. Le président doit répondre à toutes les questions et être une sorte de, il doit être omniscient et pouvoir maîtriser avec facilité tous les dossiers. On récompense presque plus ça que le reste. Du coup, il faut qu'elle se mette au niveau.
Je voulais qu'on regarde les derniers sondages en date. Emmanuel Macron, selon un sondage ELAB BFM Express, est donné à 53,5% au second tour, 46,5% pour Marine Le Pen. Autre sondage, vous allez voir un petit peu plus important au niveau de la différence. Cette fois, c'est un sondage Ipsos, Le Parisien, France Info. 55% pour Emmanuel Macron, 45% pour Marine Le Pen. Bruno Cotresse, quand on voit ces chiffres où il y a parfois 10 points d'écart entre les deux candidats, on pourrait presque se dire le second tour est joué, Emmanuel Macron est déjà élu. Faut se méfier ou la tendance est en train de se confirmer doucement? Bon, ce qui est sûr d'abord, c'est qu'il y a une tendance. C'est clair que nous ne disposons d'aucun sondage récent qui donnerait Marine Le Pen victorieuse et battant Emmanuel Macron. Et vous l'avez rappelé, le différentiel entre les deux est important. Néanmoins, on a une amplitude des scores d'Emmanuel Macron qui est plus ou moins qui laisse entrevoir pour lui pour le moment une victoire plus ou moins large. Ça va de 53% à 55%. Et c'est vrai qu'à 53%, à 52,5%, ça devient pour Emmanuel Macron beaucoup plus serré. Donc c'est une campagne avec encore une dizaine de jours de campagne électorale. Il peut se passer des choses. Et donc effectivement, si la tendance est bien là pour Emmanuel Macron, on voit déjà que ça ne sera pas du tout la même victoire qu'en 2017, où là l'écart avait été considérable entre les deux. Et ça va bien être une des problématiques d'Emmanuel Macron, s'il était réélu, de tenir compte de cette nouvelle donne qui est une réélection dans des conditions et sur des bases complètement différentes de celles de 2017. Bruno Cotresse, il y a un événement important qui va arriver, c'est le débat d'entre-deux tours. Tout va se jouer là-dessus, selon vous? Tout ne va pas se jouer là-dessus, bien évidemment. Il y a une bonne partie de l'histoire qui s'est déjà jouée, mais c'est certain que pour Marine Le Pen, il y a un enjeu qui est extrêmement important. On se rappelle tous qu'elle avait raté son débat d'entre-deux tours en 2017. Donc pour elle, l'enjeu, c'est un enjeu de montrer qu'elle a travaillé, qu'elle a progressé, qu'elle est meilleure dans le débat. Pas forcément de dominer Emmanuel Macron parce que lui, eh bien, on sait que c'est ce type d'exercice qu'il affectionne particulièrement. Mais c'est vrai que si Marine Le Pen arrive à donner le sentiment qu'elle a déjà progressé, qu'elle a densifié sa stature présidentielle, ça sera déjà considérable et sans aucun doute de ce point de vue-là plutôt positif pour elle. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'à votre avis, Marine Le Pen pourrait dépasser le fameux plafond de verre dont on parle depuis tant d'années? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Quelle stratégie doit-elle employer là dans la dernière ligne droite pour le dépasser? Il faudrait qu'elle arrive à convaincre les électeurs de Mélenchon qu'elle incarne leur colère, qu'elle incarne leur volonté aussi de changement. Elle peut bénéficier d'un effet de lassitude en fait, on est en train de contraindre les gens pour la troisième fois à un vote contre. On a eu le vote contre Nicolas Sarkozy, 2 fois contre Marine Le Pen. Ça va être sa stratégie de dire référendum contre Emmanuel Macron? Oui, un peu, et puis de dire vous avez le choix, exercez-le, c'est-à-dire ne subissez pas la situation, soyez proactifs après. Concrètement pour les gens, ça signifie après le Covid, après l'Ukraine, d'enchaîner, et puis l'inflation, d'enchaîner encore sur une nouvelle crise politique, cette fois avec des répercussions majeures. Et le dossier ukrainien, ses liens avec la Russie, on lui dit souvent ça. Je pense que ça reviendra dans le débat de l'entre-deux tours. Après, ça dépend comment Emmanuel Macron joue le débat. Mais s'il débat vraiment et s'il va au fond, je pense qu'il est forcé de lui en parler. Ça fait partie il a beaucoup d'arguments contre elle. Elle a beaucoup d'arguments contre lui à cause de son passif, de son bilan. Mais il a beaucoup d'arguments contre elle à cause de la Russie, de son inexpérience et de beaucoup de ses propositions passées. Je voulais vous montrer une image à présent. C'est la dernière une du magazine Paris Match avec une longue interview du président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Je voulais qu'on la commente ensemble, cette image. On voit Nicolas Sarkozy avec la main sur l'épaule d'Emmanuel Macron, comme s'il adoubait. Comme s'il soutenait un petit peu le chef de l'État. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'actuel chef de l'État lorsqu'on voit ce genre de com politique, on pourrait dire? Il n'en avait pas besoin maintenant, il en aurait besoin peut-être avant le premier tour. Là, avant le deuxième tour, comme il essaie de draguer à gauche, c'est un peu compliqué pour lui, c'est un soutien un peu embarrassant. Et puis en plus, il y a une attitude de domination de Nicolas Sarkozy dans tout. C'est-à-dire qu'il a un parapluie, il est protégé, pas le président, il lui met la main sur l'épaule, c'est très dominateur. Je pense que l'Élysée a dû valider évidemment cette couverture. Ça tombe pas particulièrement bien parce qu'on est dans une séquence de gauche maintenant. Donc le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il doit faire du ski, comme on disait d'Edgar Faure, pour ceux qui se souviennent d'Edgar Faure, qui était réputé faire du slalom, c'est-à-dire un coup à gauche et un coup à droite. Et là, on est dans le coup à gauche, donc ça tombe pas bien. Mais Macron a quand même dit qu'il soutenait, qu'il était content de ce soutien, donc il fait bonne figure. Bruno Cotresse, toutefois, en cas de victoire d'Emmanuel Macron, il va devoir chercher une majorité à l'Assemblée lors des prochaines législatives.
Il va devoir aller chercher également du côté des LR, du parti de Nicolas Sarkozy. Tout dépendra. On peut s'attendre à ce que si Emmanuel Macron est réélu, il bénéficiera sans doute de l'effet d'entraînement de la présidentielle sur les législatives. La vraie question, la vraie inconnue, c'est de savoir si ça produirait en fait une majorité absolue de sièges ou s'il aurait besoin, pour une majorité, de faire coalition avec les Républicains. Ça sera plutôt du côté des Républicains que sans doute ça se jouerait à ce moment-là. Le scénario qu'on peut sans aucun doute à cette heure-là déjà exclure serait le scénario d'un Emmanuel Macron réélu et perdant toute majorité aux élections législatives qui conduirait à une situation de cohabitation. On n'est visiblement pas du tout dans ce scénario, vu l'état dans lequel les forces politiques qui pourraient être les bénéficiaires de cette cohabitation, vu l'état dont elles sortent de l'élection présidentielle. Donc la vraie inconnue, c'est de savoir s'il y aura majorité absolue ou majorité relative, l'amplitude de cette majorité relative, s'il devait y avoir majorité relative, nous dira s'il y a coalition derrière. Et s'il y a coalition derrière, c'est vrai que ça va changer pas mal la donne sur le déroulé du mandat d'Emmanuel Macron s'il devait être réélu. Philippe Moreau-Chevrolet, mot de conclusion avec vous. Qu'est-ce qui pourrait faire changer cette élection, basculer d'un côté ou de l'autre ce deuxième tour, alors qu'il reste une grosse dizaine de jours? Un gros accident, un très très mauvais débat pour Emmanuel Macron, des erreurs de campagne. Il n'est pas très lisible dans sa campagne pour l'instant, donc s'il continue à être difficilement lisible, ça peut lui coûter des points. Après, en dehors de ça, encore une fois, le problème, c'est la démobilisation des électeurs. Donc ça impactera les deux, Marine Le Pen comme Emmanuel Macron. Mais le plus gros problème, à mon avis, le plus gros choc, ce serait que les Français se désintéressent de l'élection et finalement n'aillent pas voter en se disant que c'est déjà fait ou que c'est pas très intéressant et qu'on leur a quelque part confisqué leur campagne présidentielle. Au fond, c'est une campagne présidentielle ratée. La France a raté sa campagne présidentielle. Et on suivra tout ça ces prochains jours. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été en direct avec nous et merci à vous Philippe Moreau-Chevrolet d'être venu sur le plateau de 64 minutes.